que le mois de juillet est toujours difficile pour DBF. On est entre le 4 et le 14 et beaucoup de Français vivant dans la vallée sont en vacances en France, notamment Jean-Louis par exemple, François Logier, je le sais aussi, et d'autres, Carole qui est en France pour la chaîne de commerce. Donc c'est toujours difficile au mois de janvier de réunir beaucoup de... le mois de juillet, pardon, de réunir beaucoup de monde. J'ai vu qu'il y avait merci d'éteindre vos téléphones portables, on n'est pas nombreux, mais ça serait bien quand même qu'il n'y ait pas de sonnerie. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Eric Setton. Eric est CTO et cofondateur de Tangomi, qui est un service de vidéo call sur mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est disponible, si je ne m'abuse, sur 70 téléphones, dont l'iPhone, mais je crois que Eric nous en parlera un peu plus tard. D'habitude, pour les gens qui viennent souvent à DBF, on reçoit des invités qui ont un CV qui est sur plusieurs pages. Et Eric est encore un jeune entrepreneur, mais très talentueux. Et je pense qu'Eric représente la nouvelle vague des entrepreneurs français dans la vallée. Dans son cas, avec très peu d'expérience, voire aucune expérience professionnelle en France, toute son expérience professionnelle en Silicon Valley. Et on essaye toujours à DBF, comme vous le savez, d'être dans l'actualité. On a fait des choses avec Skype le mois dernier, avec les annonces de Facebook, Skype, tout ce qui se passe en ce moment autour de FaceTime, et notamment les résultats extraordinaires de Tango. On en parlera tout à l'heure. On a trouvé intéressant de t'inviter, Eric, que tu viennes un peu nous parler de ce monde dans lequel tu travailles, et que tu nous parles un peu d'entrepreneurship et de ton expérience. Et je sais que dans la salle, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont venus exprès pour t'écouter et comprendre comment tu as fait. Eric, je voudrais aussi te remercier parce que je pense que tu es un ami personnel. Et Eric a annulé un rendez-vous important pour être présent avec nous ce soir. Donc je te remercie vraiment d'avoir fait ça pour venir nous parler. De manière à ce qu'on comprenne mieux qui tu es, est-ce que tu peux commencer par nous dire où est-ce que tu es né et que faisaient tes parents? Alors, je suis né à Paris 18e et mon père était dans l'immobilier, ma mère s'occupait de ses enfants. Donc j'ai grandi dans le 16e arrondissement avec un frère et une sœur. Et voilà. Garde le micro, je vais essayer de parler plus fort. Ton frère et ta sœur travaillent aujourd'hui, ils sont dans quel domaine? Alors ma sœur fait tourner un cabinet d'avocats à Paris et mon frère est dans le private equity aussi à Paris. Alors si je ne m'abuse, tu as fait le lycée du Legrand à Paris. Ensuite, tu as fait X et tu es sorti major de promo. Voilà. Les études, ça a toujours été facile pour toi? Ou tu as rencontré des difficultés? Moi, j'ai toujours été un besogneux. J'ai toujours travaillé très dur, rien ne m'est venu facilement. Quand je suis entré au lycée Louis-le-Grand, c'était très dur. J'étais dans les derniers de ma classe. Et bon, à force d'acharnement, je suis arrivé à rentrer en prépa. Et je crois que j'ai eu pas mal de chance en fait, d'avoir des bons profs, d'avoir pas mal d'émulation autour de moi. Et les maths, c'était quelque chose qui me faisait pas peur. Et c'est grâce à ça en fait, que je suis rentré major à l'X. Mais non, rien ne m'est venu facilement, j'ai toujours dû beaucoup travailler. On verra si c'est encore le cas aujourd'hui. Tu as plus de chance. Quand tu es sorti de Polytechnique, tu avais le choix tu voulais continuer, tu avais encore le choix de venir soit au MIT, soit à Berkeley, soit à Stanford, et tu as choisi Stanford. Pourquoi avoir choisi cette école? Oui, en fait, quand j'étais à l'X, on devait continuer ses études pour ne pas avoir à rembourser la pantoufle. Et une des choses qui était ouverte aux étudiants
étudiant de Dix, j'étais une des premières années où c'était le cas, on pouvait venir aux États-Unis compléter sa formation. Et il y avait un service qui aidait à faire des candidatures pour les dossiers américains. C'est quelque chose de très très différent finalement des dossiers d'école qui se passaient que sur les notes. Et donc j'ai été candidat à MIT, à Berkeley, à Stanford. Au moment des résultats, j'ai reçu une invitation pour venir visiter ces différentes universités. C'était en avril. Et je me souviens, on a commencé à MIT, et à MIT, c'était en avril et il neigeait. Et je me souviens avoir parlé à un étudiant qui me disait moi j'adore les résidences universitaires parce que le bus s'arrête juste devant la porte, et quand il neige, c'est vachement pratique parce que tu n'as pas besoin de marcher jusqu'à l'arrêt de bus ou jusqu'à l'université. Il te prend et il t'emmène jusqu'au campus. Et quelques jours après, on est arrivé dans la Bay Area, et c'est super beau comme d'habitude. Donc ça, il n'y a pas eu de photo. Entre Stanford et Berkeley, c'était deux universités vraiment extra. Et au moment de la visite, en fait, j'ai pu parler à des profs vachement intéressants dans les deux universités. Mais Stanford, parce que c'est une université privée, pas une université d'État, m'avait proposé en fait une offre financière. Donc j'ai eu la chance de pouvoir en fait aller à Stanford et passer 5 ans là-bas sans jamais avoir à payer le tuition et à recevoir un petit salaire en fait pour aider aux études. Donc ça c'était difficile de refuser ça. Mal d'ailleurs. Tu as fait donc un PhD à Stanford dans la vidéo. Tu m'as raconté une anecdote assez intéressante là-dessus. Oui, quand je suis arrivé à Stanford, c'était vraiment incroyable en fait. C'était en venant de France et du campus de l'école polytechnique, où c'était le nec plus ultra en fait en France. À l'université de Stanford, tout était un cran au-dessus. Un campus immense, magnifique. Et j'ai commencé à travailler dans le département d'Electrical Engineering. Et au même bureau où j'avais mon bureau de chercheur, il y avait le type qui avait inventé la télécouleur. Quand même assez incroyable. Au niveau au-dessus, il y avait la personne qui avait créé la DSL. Et travailler en fait dans ce genre de contexte, c'est vraiment, il y a beaucoup d'émulation. Et Stanford a l'avantage d'être juste à côté de plein de boîtes. Il y a plein de startups qui sont créées, que ce soit à Palo Alto, que ce soit à Mountain View, etc., juste autour de l'université de Stanford, et d'être aussi à côté des investisseurs. Donc c'est juste à côté de Sand Hill Road, où il y a tous les VC de la Silicon Valley. Et le prof avec qui j'ai fait mon PhD était le fondateur d'une boîte, à l'époque, je suis sûr que vous vous souvenez, le nom c'était Real Player. Donc en fait le premier logiciel qui permettait de faire de la vidéo sur Internet. Ça a été une grande réussite. Et lui avait un pied dans le monde académique et un pied dans l'industrie. Et une des raisons pour lesquelles j'étais venu en Californie, c'était parce que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui semblait excitant, qui semblait intéressant. On était en 2001, donc c'était juste à la fin de la bulle, mais il y avait eu toute la bulle, toute l'émulation des startups, etc. Et travailler avec Bird, mon prof, c'était vraiment avoir une espèce d'avant-goût du monde des startups. Pendant mon PhD, en fait, j'ai eu la chance d'avoir été pris un peu sous son aile et d'avoir interagi avec plusieurs startups, que ce soit en conseillant des VC qui devaient investir dans certaines technologies et qui demandaient des avis d'experts, ou bien en fait discuter de différentes avancées techniques qui pouvaient ou non se convertir au monde industriel. Donc ça, c'était vraiment une chance énorme pour un thésard de ne pas avoir à se limiter au monde académique, qui est quelquefois un petit peu barbare et pas très connecté à la réalité, mais justement d'avoir pu ouvrir cette expérience en la confrontant à la réalité des boîtes. Alors ça t'a tellement ouvert l'esprit sur l'entrepreneuriat, c'est que tu as essayé de monter une boîte. Ça n'a pas été trop successful, c'est ça? Tu peux nous dire pourquoi, et si tu sais les erreurs que tu as commises à ce moment-là? Oui, bien sûr. Donc en fait, ça devait être en 2004-2005. Et comme beaucoup d'étudiants à Stanford, on se disait il faut qu'on trouve une boîte, il faut qu'on trouve une façon d'appliquer les choses qu'on a apprises et de convertir ça en start-up. Et évidemment, notre prof nous poussait. Et à l'époque, première erreur,
une très très grosse boîte, Deutsche Telekom, avait dans l'idée qu'ils voulaient transporter le monde de la télévision à l'Internet. Et que ça serait quelque chose que leurs millions et millions d'abonnés en Allemagne et à travers l'Europe utiliseraient. Et donc il y avait un appel d'offres et on avait décidé qu'on allait essayer de monter une boîte incubée par Deutsche Telekom pour vendre ce produit de télévision sur Internet. Et en fait, je crois qu'une une des choses que j'ai appris là, c'est qu'on savait vraiment rien. On connaissait le monde académique, on savait à peu près comment parler de notre recherche, on connaissait à peu près le monde de la technologie. Et on s'est dit, si on arrive à convaincre Deutsche Telekom de signer avec nous et d'avancer du financement, c'est ça qui va capitaliser la boîte, on va avoir un client, etc. Et on a commencé à s'embourber en fait, dans ce processus de vente B2B avec Deutsche Telekom qui était un gros monstre, et nous on était trois. Et pour ceux qui comprennent en fait qu'un géant des télécoms, comment un géant des télécoms réfléchit, c'était, avec un peu de recul aujourd'hui, c'est pas très clairvoyant en fait de penser qu'ils allaient pouvoir parier sur une équipe de 3 personnes à l'université, qui n'avait pas incorporé sa boîte encore, etc., qui misait juste sur la technologie pour porter ce projet. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire. En fait, l'expérience a duré peut-être à peu près 6 mois. Et puis, il y a un moment où ça a perdu un petit peu de souffle. On est arrivé sur la fin de notre temps à Stanford et on voyait que ça ne collait pas. On a avorté le projet. C'est souvent le cas. Beaucoup d'entrepreneurs ont démarré plusieurs boîtes avant d'être successful. Tu es sorti de Stanford et là, tu as fait un move qui est pour moi pas très entrepreneurial. Tu es allé au lab d'HP. Et donc, pourquoi avoir fait ça? Tu t'es dégoûté de ta première expérience de création d'entreprise ou tu essayes de prolonger ce que tu avais fait en fait, pour moi, aller chez HP Labs, c'était un institut très prestigieux, mais c'était un peu un non-choix. Et HP Labs me permettait d'avoir une espèce de plateforme. Je pouvais continuer à me spécialiser dans le domaine que j'aimais, qui était la vidéo sur Internet, la vidéo mobile, etc. Et de garder un œil sur tout ce qui se faisait, parce qu'il y avait une fonction de veille technologique qui était assez intéressante. HP Labs servait aussi de filtre à plein de startups qui essayaient de vendre à HP. Donc, c'était aussi la possibilité de voir plein de pitch de boîtes qui venaient présenter à Hewlett-Packard. Et puis, il y avait une flexibilité énorme. HP Labs en fait encourageait les chercheurs à être advisors de start-up, à être impliqués dans différents projets, etc. Et il y avait vraiment une énorme liberté sur le travail qu'on pouvait faire. Ça m'a permis d'écrire, d'ailleurs ça m'a permis d'écrire un livre dans le domaine, et pour être tout à fait franc, j'ai utilisé ce livre un nombre incalculable de fois quand on était en train de lever de l'argent en disant voilà, un livre c'est quelque chose de très concret, très matériel, il y a des atomes, vous pouvez le brandir, et ça donne une crédibilité énorme, donc je suis très content d'avoir pu faire ça là-bas. Et puis, en fait, je crois que j'ai aussi compris un peu mieux comment marchaient les grosses boîtes, ce qu'ils cherchaient, comment marchaient les décisions à l'intérieur des grosses boîtes, qu'est-ce qui étaient les lenteurs peut-être aussi des grosses boîtes. Mais ça m'a permis de raffiner un peu le prochain pas. Donc c'est grâce à cet environnement d'ailleurs que tu vas pouvoir créer